Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Approche littéraire. Collection dirigée par Maggie Albet. Dernière parution. Angelica Vernec, Mémoire et désir. Marguerite Duras Gabriel Roy 2010. Agnès Aguerre, L'avocat dans la littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance 2010. Sylvie Gazagne, Salas Tétier, lecteur de Rimbaud et de Mallarmé. Regard critique, regard créatif 2010. Élodie RAVIDAT, Jean Giraudoux, La crise du langage dans la guerre de Troie n'aura pas lieu et Électre 2010. Akraibi, C. Ramirez, L'héritage des mille et une nuits et du récit oriental en Espagne et en Occident, 2009. Gloria Saravayka, Un dialogue interculturel 2009. Nelly Marraine, Henri Miller, Bies Sandrard. Deux âmes sœurs 2009. Christian Paviot, Césaire autrement. Le mysticisme du cahier d'un retour au pays natal, 2009. Lisa Steiner, Sado Houellebecq, Du boudoir au sex shop 2009. Jamal Zemrani, Sémiotique des textes d'Azouz Begag 2009. Mey Farouk, Tahar Benjeloun. Étude des enjeux réflexifs dans l'œuvre, 2008. Christian Mbarga, Émile Zola, Les femmes de pouvoir dans les Rougon-Macquart 2008. Jeanne Foetfauvernir, La mère du printemps, de Driss Kraibi. Études pédagogiques, 2008. Emeline Pierre, Le caractère subversif de la femme antillaise dans un contexte post-colonial, 2008. Éric Chima, A. Césaire, Cahier d'un retour au pays natal et Chikaya Utamzi. Approche comparative, 2008. Claudel Eibonson, Federico Garcia Lorca, Images de feu, images de sang 2006. Charles Salle, Calixte Beyala. Analyse sémiotique de Tu t'appelleras Tanga, 2005. Peggy Raffi, L'univers d'Axel Gauvin 2005. Aminta Dupuis, L'initiation de Faust et de Parzival. La quête du Graal. Une voie moderne de connaissance et d'amour, 2005. Introduction. Dans le domaine de la littérature francophone, la critique littéraire se penche la plupart du temps sur des analyses qui opposent une identité homogène des sociétés colonisées à une culture globale de l'Occident. Cette critique laisse malheureusement dans l'obscurité la marge culturelle et les différences identitaires qui s'inscrivent à l'intérieur des sociétés colonisées elles-mêmes. C'est cette lacune que je cherche à combler en m'interrogeant sur 5 œuvres francophones, à savoir La mer du printemps de Driss Kraibi, L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, Les soleils des indépendances d'Amadou Kourouma, La répudiation de Rachid Boudjedra et L'homme rompu de Tahar Benjeloun. Je m'appuie sur ces œuvres car les problématiques de l'identité et de la marginalisation y sont traitées par l'imaginaire littéraire de manière à provoquer de nouvelles pensées sur l'idée du caractère homogène de la culture. Penser la marge, c'est en effet la positionner par rapport à une majorité ou à une minorité puissante dont le pouvoir cherche à maintenir un ordre culturel établi. Je ne cherche pas cependant à reprendre les discours stéréotypés positionnant toujours l'Occident par rapport à l'autre, le colonisé. Ne voulant ni reprendre les idées culturelles énoncées par Lévi-Strauss dans Triste Tropique, ni prolonger le discours marxisant adopté par Todorov dans Nous et les autres, ni faire mienne l'optique de Shinvaitsu dans Toward the Decolonization of African Literature, je cherche à situer le sujet marginalisé à l'intérieur de sa propre société à un moment historique où il est appelé à confronter un renouveau culturel. En prêtant attention au discours sur la marginalisation, je m'efforce de dépasser des analyses des contacts des cultures traitées très souvent dans leur dimension oppositionnelle. Je cherche au contraire à considérer l'altérité et l'identité comme deux notions inséparables, formant les noyaux mêmes de la culture d'une société. Ce sont ces deux notions qui donnent forme aux mécanismes internes des cultures et créent des changements nécessaires à tout épanouissement culturel. Je me propose donc, à travers les 5 œuvres choisies, de relever le pouvoir régénérateur investi dans chaque culture et de voir comment les sujets marginalisés confrontent l'impératif du dépassement de l'identité culturelle. Partant de l'hypothèse que les conflits internes et les contacts sont des éléments inhérents à toute production culturelle, je cherche à montrer comment la marginalisation se produit non seulement dans l'espace précolonial mais aussi sous des formes renouvelées dans l'espace colonial et post-indépendant.
La capacité ou l'incapacité de se soustraire aux contraintes de la quête de toute pureté culturelle va constituer la base de mon analyse socioculturelle. Je vais donc situer chaque œuvre par rapport à la problématique du dépassement culturel. C'est cet au-delà culturel que Homi Bhabha dans The Location of Culture appelle The Third Space, et qu'il considère comme la performance culturelle ayant pour première caractéristique la contestation et n'ayant pour lieu aucune fixité identitaire. En m'appuyant sur cette conception certes conflictuelle mais innovatrice en ce sens qu'elle montre le caractère régénérateur de chaque culture, je veux montrer comment le dynamisme sous-jacent à chaque culture se révèle par la capacité des sujets culturels à surmonter leur altérité par un effort d'ouverture. Mais alors que Homi Bhabha, dans The Location of Culture, montre clairement le caractère pluriel de tout espace culturel, je montre que les 5 œuvres sélectionnées problématisent davantage cette pluralité. De la mer du printemps et l'aventure ambiguë à l'homme rompu, en passant par les soleils des indépendances et la répudiation, le lecteur est confronté à des degrés variés de l'incapacité de la part des personnages principaux à accepter l'absence de toute pureté culturelle. Parmi les questions que je soulève au cours de mon analyse des 5 textes littéraires, les 2 suivantes structurent mon investigation. La marge est-elle alors capable de s'épanouir quand elle se cantonne dans un passé référentiel qui donne crédibilité à sa culture se voulant désespérément pure ? Face à la puissance d'une culture conquérante, la culture marginalisée est-elle aussi en mesure de résister aux vagues de disparition qui la menacent constamment ? Je me concentre surtout sur la marge comme lieu limitrophe, voire comme espace d'accueil, qui porte déjà sa propre altérité et est capable de révéler sa dynamique polyvalente. Toute politique qui pétrifie la culture, n'est-elle pas alors conçue pour figer cet espace culturel essentiellement pluriel ? Pour pouvoir pourtant saisir la portée de la capacité de toute culture de s'épanouir, je vais considérer la culture en général comme étant dans un état de devenir perpétuel. C'est ce devenir que je montre par rapport à la marge culturelle, dans sa volonté d'accueillir tout renouveau identitaire. C'est pourquoi, dans une première phase, je désire me pencher davantage sur les vieilles conceptions de l'identité et de la culture. Je vais donc d'abord analyser et repenser la culture telle que la conçoit Claude Lévi-Strauss, car pour moi, toute définition de la culture en tant que structure définie s'avère un discours pétrifiant qui néglige le caractère régénérateur de l'identité culturelle. Si Tsvetan Todorov, lui, révèle les idéologèmes sous-jacents à la culture occidentale par rapport à d'autres cultures marginalisées, son analyse d'inspiration marxiste reprend la même direction structurale définissant en bloc un nous par rapport au autre, comme si le nous et les autres ne portent pas en eux-mêmes leur propre altérité. Jemi Shinvaitsu et ses collaborateurs utilisent l'élimination des éléments culturels étrangers comme l'outil indispensable à la pureté homogène de la culture africaine, mais leur conception de la culture diffère de la mienne du fait de ma conception de la culture comme étant essentiellement la coexistence de différences identitaires. Selon moi, la culture se présente en fait comme une arène identitaire trouvant sa valeur à la fois dans sa propre pluralité et dans son dynamisme constant. C'est pourquoi je vais m'appuyer davantage sur les prémices développées dans The Location of Culture, de Homi Bhabha. Contrairement à Lévi-Strauss, à Todorov et à Shinvaitsu, Bhabha révèle les insuffisances de la conception de la culture comme un tout sans différence. Mais bien que Bhabha soit capital pour mon analyse, je veux néanmoins dépasser la limite qu'il impose à sa théorie en confinant son concept de la pluralité de tout espace culturel à l'ère post-industrielle ou post-coloniale. Je vais démontrer par l'analyse ponctuelle des 5 œuvres littéraires choisies, comment cette pluralité est un phénomène qui précède l'ère postcoloniale et post-industrielle. Je vais révéler cette pluralité à travers les conflits au sein du même espace culturel, dans les 5 ouvrages littéraires retenus. Les conflits se traduisent en effet dans ces ouvrages par le désir d'une ouverture culturelle d'un côté, et par la volonté de certains pouvoirs de maintenir une pureté identitaire de l'autre. Mais si le désir de situer l'identité par rapport à une pureté culturelle se révèle être la thématique sous-jacente aux 5 œuvres de mon analyse, chaque auteur, selon son imaginaire littéraire, pense néanmoins d'une façon différente cette thématique. Pour mieux montrer ces différences, j'ai donc regroupé les textes non seulement selon les années de publication mais aussi par rapport au moment historique traité diégétiquement par les auteurs. Après avoir discuté mon approche théorique dans le premier chapitre,
J'analyserai, dans le deuxième chapitre, La mer du printemps 1982, de Driss Kraibi et L'aventure ambiguë 1961 de Cheikh Hamidou Kane. L'histoire de la colonisation y est traitée non seulement par rapport à l'Occident, mais aussi par rapport à la conquête islamique et aux guerres tribales africaines. Dans le troisième chapitre, j'examine les soleils des indépendances 1970 d'Amadou Kourouma et la répudiation 1969 de Rachid Boudjedra. Situées dans l'ère de la post-indépendance, ces deux œuvres révèlent que le marginalisé est à la fois l'individu s'accrochant à un idéal culturel dépassé et inatteignable, et le sujet refusant tous les discours politiques, historiques et présents, au profit d'un moi romantique. Dans le quatrième chapitre, je me concentre sur L'homme rompu, 1994, de Tahar Ben Jelloun, où le lecteur est confronté à un espace cosmopolite où les personnages sont constamment interpellés à participer à la culture de la corruption économique. Le marginalisé se révèle alors être, chez Tahar Ben Jelloun, comme le sujet n'ayant pas l'audace de définir son identité par rapport à la culture de l'appât du gain. Ce regroupement basé sur une analyse historique et textuelle est dicté par mon désir de voir d'une part comme l'identité culturelle se forme et évolue depuis l'ère précoloniale ou coloniale, et d'autre part comment les écrivains choisis pensent et présentent cette évolution de l'identité. Tout en analysant ces textes se référant diégétiquement à des époques différentes, je cherche finalement à voir comment ce qu'on considère habituellement comme l'autre et le même, ne se distingue qu'en tant que les forces du pouvoir qui existent à l'intérieur de chaque culture. Ce sont ces forces qui se cristallisent en fin de compte quand une culture connue doit se transformer en confrontant une autre culture étrangère. En quoi consiste la double originalité de mon étude ? Mon concept de la pluralité culturelle, diachronique et synchronique, n'est pas seulement théorique mais aussi sociologique. Mon illustration de l'impossibilité de l'idéal culturel monologique se fait à travers les communautés précoloniales dans La mer du printemps et L'aventure ambiguë, œuvres littéraires ancrées dans la réalité historique des Berbères au Maroc et des Dialobés au Sénégal. En analysant les identités différentes représentées dans ces livres, je me positionne surtout par rapport à Lévi-Strauss, à Todorov et à Shinvaitsu qui considèrent, sur les plans différents, la culture comme structure définie. Cette définition se voit dans Triste Tropique de Lévi-Strauss qui a étudié les Bororo et a utilisé son répertoire idéal, c'est-à-dire l'institutionnalisé, comme l'identité qui définit la culture de ces Indiens. Sans prendre en considération le rapport que le répertoire idéal entretient avec les dissensions identitaires au sein de la culture Bororo, Lévi-Strauss utilise ce répertoire idéal en tant que le noyau de l'identité en général. Contrairement à Lévi-Strauss qui homogénéise la culture par ce répertoire idéal, je considère les rapports agoniques qui caractérisent la culture dans toutes les sociétés humaines. Pour montrer ces rapports, je m'appuie sur l'idée de pluralité culturelle énoncée par Homi Bhabha dans son ouvrage The Location of Culture. Mais pour dépasser son modèle théorique qui limite cette pluralité à l'ère postcoloniale, j'analyse La mer du printemps dans le deuxième chapitre pour montrer comment les Berbères, qui constituent une communauté précoloniale, se disputent à l'intérieur de leur espace culturel même avant l'arrivée des conquérants islamiques. En analysant les différences identitaires dans le roman à l'ère précoloniale, je cherche aussi à montrer comment la pluralité identitaire est toujours la première marque de la culture. Bien que Daniel Marx Koura montre l'impossibilité du monologisme culturel au Maghreb dans son analyse de La mer du printemps, son analyse démontre la pluralité culturelle maghrébine à travers les transformations historiques. En me situant dans le sillage de Marx Koura, je montre aussi que l'impossibilité de répertoire idéal, c'est-à-dire ce qui est culturellement institutionnalisé, se voit à travers les disputes fratricides berbères et les différences coutumières des tribus berbères. Mon analyse de la pluralité identitaire dans L'aventure ambiguë dans le deuxième chapitre est faite pour montrer comment la polarisation culturelle utilisée par Todorov dans son livre Nous et les autres, 1989, est problématique. En positionnant Samba Diallo, le personnage principal par rapport aux autres dialobés, je montre comment les contestations identitaires au sein de la société dialobé accent aigu rendent impossible la dichotomie étanche des cultures qui se voit dans le livre de Todorov. Je cherche par là à contester aussi le répertoire idéal de Lévi-Strauss,
pour démontrer la fausseté de la pureté culturelle que cherchent éperdument Samba Diallo et Tierno, le maître de l'école coranique. En m'appuyant encore sur l'idée de pluralité culturelle que Homi Bhabha utilise dans The Location of Culture, je montre dans l'aventure ambiguë comment l'idéal culturel cherché par Samba Diallo ne peut pas représenter une Afrique homogène face à un Occident global étant donné les différences identitaires au sein même de la société Diallo accent aigu. Ella Brown souligne cette dichotomie en considérant l'aventure ambiguë comme un ouvrage qui réagit seulement contre les valeurs occidentales. Dans une étude socio-historique, Samba Gadjigo montre aussi comment l'opposition à la culture occidentale devient la seule préoccupation de la classe régnante qui cherche à maintenir son pouvoir traditionnel. En voyant la religiosité de Samba comme une émancipation de la technicité occidentale, Isaac Yetiv utilise aussi l'argument classique selon lequel il y a une Afrique homogène qui doit se libérer de son aliénation provoquée par un Occident unilatéral. Contrairement à Brown, à Yetiv et à Gadjigo, je me concentre sur les dissensions au sein même de la classe régnante en montrant comment le point de vue de la Grande Royale diffère de celui du maître de l'école coranique. Je montre aussi la modération avec laquelle Demba pratique la religion islamique, et comment cette modération s'oppose à la rigidité de Samba Diallo. C'est cette rigidité que j'ai considérée comme la raison principale de l'aliénation culturelle de Samba Diallo, au sein de la société Diallo accent aigu elle-même. Pour moi, si l'aliénation de Samba est exacerbée par l'implantation de l'école française, c'est à cause de sa rigidité religieuse montrée déjà par rapport à d'autres dialobés qui pratiquent la même religion islamique. Mon analyse voit aussi cette implantation de la culture française comme une autre dimension historique de la transformation culturelle subie par les dialobés. Une transformation oubliée par les dialobés eux-mêmes mais soulignant l'impossibilité de retour aux sources identitaires. Je révèle cette impossibilité de retour aux sources dans mon analyse des soleils des indépendances d'Amadou Kourouma et de la répudiation de Rachid Boujedra. Dans le but de démontrer comment l'idéal culturel préconisé par Jemi Shinvaitsu et ses collaborateurs, dans Toward the Decolonization of African Literature, s'accorde mal avec la modernité culturelle africaine, j'insiste sur le transfert de l'action romanesque dans la ville où la pluralité des valeurs culturelles rend impossible le retour à l'idéal culturel du passé. Je montre comment le déplacement identitaire de Fama dans les soleils des indépendances relève de son incapacité de s'approprier le pouvoir pécuniaire, devenu l'élément culturel nouveau, mais important dans le lieu citadin. C'est cet élément qui provoque la relativisation des valeurs que Christian Ndiaye montre bien dans son analyse sans pour autant mentionner la cause principale, l'argent. Je révèle aussi que le dialogisme qui caractérise la ville, selon l'analyse de Toyo Adebayo, est aussi provoqué par une nouvelle ascension économique et par l'importance de l'argent. Dans la répudiation, je démontre comment l'argent devient l'élément culturel qui aide le clan des bijoutiers, c'est-à-dire la tribu, à exercer son règne autoritaire sur toute la société algérienne et particulièrement sur les femmes algériennes. Hafid Gafaïti révèle bien ce patriarcat autoritaire et cette condition abjecte de la femme algérienne dans ses deux livres, mais ces analyses ne montrent pas les failles identitaires qui se révèlent à l'intérieur de la pratique culturelle patriarcale elle-même. En considérant la pauvreté du maître coranique comme la raison principale de sa pédérastie, je montre comment cet homme devient l'autre au sein d'une société patriarcale où les hommes peuvent se permettre le luxe d'épouser plusieurs femmes. Alors que Gafaïti montre comment la polygamie ne promet aucune joie aux femmes mariées, je révèle l'altérité subversive de Zoubida, une jeune femme qui choisit l'enfant de son riche et vieil époux comme amant afin de satisfaire ses désirs sexuels. En analysant l'importance de l'argent dans l'homme rompu, je démontre comment le mythe associé à l'origine culturelle disparaît au profit d'une poursuite générale de la richesse. Je montre ainsi comment la culture s'achemine de plus en plus vers un culte ordinaire de l'argent, un culte amorphe qui traverse les frontières. Chapitre 1 – Identité et culture. Comment distinguer le vécu culturel de la norme ? Comment éviter la définition de la culture qui considère la norme institutionnalisée comme l'identité d'une société ? Ces questions sont importantes car définir un espace culturel revient le plus souvent à un filtrage identitaire qui trouve sa logique même dans l'élimination de certains éléments de comportement,
au seul bénéfice du normatif. Véritable processus de sélection, voire d'exclusion, la logique définitoire de la culture fait malheureusement montre d'une incapacité à reconstituer les mécanismes internes de dissension au sein de l'espace social étudié. C'est dire qu'au nom de la catégorisation, les formes culturelles retenues dans la grille définitoire deviennent la marque transparente de l'identité aux dépens des formes exclues. En effet, si la définition de la culture par rapport au normatif facilite la catégorisation, elle néglige pourtant les rapports transformationnels qui régénèrent constamment l'espace culturel et l'identité. Figée par la définition catégorique, la dimension vivante s'estompe alors en faveur de la norme. C'est dire qu'en excluant la dynamique plurielle qui donne forme à la culture, la méthode la plus souvent utilisée pour établir l'identité s'avère être une grille pétrifiante. Dans son dogmatisme et sa catégorisation, cette méthode laisse complètement dans l'obscurité les rapports entre la marge et la norme institutionnalisée, et les communications relationnelles internes qui se dégagent de ces deux espaces culturels. Dans les pages qui suivent, j'examine certaines conceptions de la culture afin de montrer comment le normatif qui fige l'identité glisse dans des grilles définitoires et s'établit finalement comme une définition totalisante de l'espace culturel. Étant donné que je m'intéresse surtout à la marge dans son rapport à la norme au sein de l'espace culturel, je vais me servir d'une approche analytique susceptible de saisir la culture dans sa dimension vivante. Cherchant à éclairer les rapports interculturels et intraculturels, je me concentre non seulement sur les rapports agoniques entre la marge et la norme au sein de la même société, mais aussi sur les contacts tissés entre les cultures d'espaces sociaux géographiquement différents. Je veux donc analyser les relations identitaires dans leurs dimensions internes et externes, pour pouvoir interroger les mécanismes qui structurent la production culturelle. Selon moi, c'est seulement à travers ces rapports externes et internes de l'autre au même ou du même à l'autre qu'on peut éviter une analyse qui prendrait la norme culturelle pour une définition totalisante de la culture et de l'identité. C'est dire que si l'unité de l'espace social étudié est importante dans l'étude de la culture, le chercheur ne doit cependant négliger ni les spécificités qui font aussi partie de l'ensemble culturel, ni les liens qui font de l'identité un phénomène toujours en devenir. Le concept d'identité individuelle est intimement lié à la définition de la culture, car c'est par référence à la culture d'une société que le chercheur établit normalement l'identité d'une personne. On est africain parce qu'on partage les manières d'être ou certaines habitudes normalement associées aux gens qui habitent cet énorme continent, l'Afrique. On est aussi ivoirien ou ghanéen parce qu'on s'identifie avec la Côte d'Ivoire ou le Ghana, deux espaces politico-géographiques dont les habitants ont des échelles de valeurs définies et différenciées. Mais se référer par rapport à certains traits de comportement ne se fait pas seulement à travers une géographie déterminée. Parfois certaines formes de comportement ne se limitent pas à un seul lieu, mais traversent les frontières. Aussi est-il vrai que certains individus qui n'appartiennent pas nécessairement au même pays peuvent partager un ensemble d'intérêts allant de simples usages vestimentaires aux préoccupations les plus intellectuelles. S'identifier comme tel ou tel équivaut alors à une référence à des comportements constitués. Ce sont ces manières d'être, les traits identitaires, psychologiques, sociales, historiques, économiques et géographiques qui définissent les cultures au sein d'un espace social déterminé. À travers la psychologie, la sociologie, l'économie et la géographie, les cultures se donnent donc à voir comme des structures transparentes qui définissent une personne ou une société et lui fixent une identité par rapport aux autres cultures dont elle se démarque. Si les formes de comportement acquises au sein d'une société ou d'un groupe constituent la culture de ces groupes sociaux, ce sont aussi les mêmes mœurs qui deviennent le paramètre utilisé le plus souvent pour établir l'identité de l'individu qui évolue dans ces mêmes groupes. La spécificité identitaire propre à l'individu se perd alors dans le caractère culturel assigné d'une manière homogène à l'espace social. Pourtant, l'établissement de l'identité par rapport à un espace culturel conçu a priori dans son homogénéité, masque malheureusement les rapports de force que l'individu entretient avec l'espace social défini. C'est pourquoi la parole stéréotypale, comme nous la nomme Castillo-Durant, 1994, se révèle le plus souvent une partie intégrante de la définition de l'identité d'une personne appartenant à une collectivité culturelle.
Cette affirmation s'avère être le cas le plus fréquent car afin de définir l'identité d'une personne, le chercheur a recours le plus souvent à des traits culturels collectifs sans souci des différences qui existent à l'intérieur du groupe social. Le chercheur veut normalement caractériser, catégoriser et finalement donner des étiquettes aux individus par rapport à une structure plus large apparemment sans faille et sans différence identitaire. À cause de cette catégorisation globale, s'esquisse une tendance à positionner l'individu à un lieu culturel qui, sans être nécessairement le sien, l'identifie entièrement comme sien. Trop souvent, l'ethnologue, l'anthropologue et le sociologue poussés par le souci de la définition, s'occupent des phénomènes culturels majoritaires car ce qui les concerne avant tout est la catégorisation sélective qui les aide à trouver une définition homogène de la culture d'une société. La grille définitoire ethnographique est une échelle de sélection de valeurs culturelles qui masque sa propre insuffisance analytique au nom de l'homogénéisation. Le procédé définitoire d'une culture pour l'ethnologue devient donc une caractérisation sommaire qui fait disparaître subtilement les différences identitaires par référence à un tableau classificatoire. Définir la culture d'une société revient donc habituellement à sélectionner certaines formes de comportements susceptibles d'établir l'identité générale de cette société. Cette méthode empruntée premièrement à la recherche en sciences exactes a été rendue célèbre dans le domaine de l'anthropologie par Claude Lévi-Strauss. Dans son œuvre Triste Tropique, il propose une définition structurale qui procède par le choix de certaines formes de comportements susceptibles de constituer le noyau de la culture amérindienne étudiée. L'ouvrage de Lévi-Strauss sur les Bororo s'avère capital et intéressant, car sa méthode de définition de la culture introduit dans les sciences humaines ce qui est normalement conçu comme purement scientifique. Mais ce même ouvrage fait montre d'une insuffisance évidente pour le chercheur soucieux des coexistences identitaires et des dimensions historiques sous-jacentes à la production de toute culture. C'est dire que procéder à définir la culture sans se pencher vraiment sur la dimension performative revient à négliger la dynamique qui fait vivre la culture. Toute culture vit dans son rapport avec l'autre même au sein du même espace social. C'est pourquoi il devient impératif de dépasser la simple volonté de classification, pour pouvoir reconnaître les liens qui existent entre les parties identitaires coexistant dans la même culture. Pourtant, c'est cette idée que la méthode de définition de Lévi-Strauss considère comme superflue. Pour lui, la culture peut se définir par un procédé qui consiste à choisir les éléments susceptibles de constituer l'idéal culturel. L'ensemble des coutumes d'un peuple est toujours marqué par un style, elles forment des systèmes. Je suis persuadé que ces systèmes n'existent pas en nombre illimité, et que les sociétés humaines, comme des individus, dans leurs jeux, leurs rêves ou leurs délires, ne créent jamais de façon absolue, mais se bornent à choisir certaines combinaisons dans un répertoire idéal qu'il serait possible de reconstituer. En faisant l'inventaire de toutes les coutumes observées, de toutes celles imaginées dans les mythes, les rêves des individus sains ou malades et les conduites psychologiques, on parviendrait à dresser une sorte de tableau périodique comme celui des éléments chimiques, où toutes les coutumes réelles ou simplement possibles apparaîtraient groupées en familles, et où nous n'aurions plus qu'à reconnaître celles que les sociétés ont effectivement adoptées. 1955 sur 183. Élaborée au début des années 50, la méthode structurale de Claude Lévi-Strauss se calque sur la recherche scientifique qui se réfère à une grille déjà établie qui facilite la tâche de la catégorisation. Pour définir la culture, on est appelé donc par l'éminent anthropologue à adopter une méthode qui consiste à éliminer certaines valeurs identitaires, ce qui pour lui constitue une meilleure manière de relever le répertoire idéal de l'identité d'un peuple. L'anthropologue français conseille donc l'utilisation d'un procédé qui trouve sa logique dans une généralisation des formes de comportement de la société étudiée. Mais cette méthode est-elle vraiment susceptible de tenir compte de la totalité de l'identité, ou de la culture ainsi définie? Cette grille définitoire ne constitue-t-elle pas par ce procédé de sélection un discours d'exclusion, qui masque néanmoins sa propre volonté de vérité, comme le déclare bien Foucault dans l'ordre du discours? Ce choix de traits généraux ne laisse-t-il pas dans l'obscurité le rapport que le répertoire idéal entretient avec la marge culturelle? Ce que Lévi-Strauss cherche à faire par cette sélection de traits culturels est de rendre évident ce qui est déjà culturellement institutionnalisé. Cette affirmation s'avère vraie,
car ce qui s'établit finalement comme la culture de la société ainsi décrite, ne se révèle que par rapport aux mœurs d'une majorité ou d'une minorité puissante. Pourtant, pour vraiment s'interroger sur la dimension vivante de la culture, il me semble qu'on ne doit pas s'arrêter au souci de la définition mais prendre en considération le répertoire idéal, selon Lévi-Strauss, l'institutionnaliser en effet dans son rapport à la marge culturelle. C'est à travers ce rapport agonique qu'on peut saisir et comprendre la dynamique de la production culturelle. C'est aussi à travers ce rapport... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.